Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Clément Méraud. Clément, bonjour, comment ça va? Bonjour Pierre, ça va très bien et toi? Très content d'être là. Ça va impeccable, je te remercie. Alors Clément, tu es préparateur mental et tu as créé la structure Sabai Coaching. Est-ce que je te laisse un petit peu te présenter et nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à la création de ta structure? Ouais, complètement. Moi, c'est Clément, j'ai 27 ans, je suis originaire de la Mayenne. On va dire qu'au début, j'étais pas du tout prédestiné à la prépa mentale, dans le sens où j'ai fait une école de commerce. Mais rapidement, on va dire qu'avec le Covid et le contexte familial, je me suis très vite intéressé en fait au burn-out. Ça a été le sujet de mon mémoire de fin d'études. Et donc, tout ce qui est lié à la charge mentale et à la puissance du mental. Et c'est un sujet que je traîne maintenant depuis 3, 4, 5 ans dans ma tête, où je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de podcasts à ce sujet. Et en fait, suite à un licenciement économique il y a maintenant presque 2 ans, j'en ai profité pour me former à la préparation mentale, donc sur un an. Et c'est de là qu'est venue l'envie et l'idée de créer ma structure, tout simplement, mon accompagnement en préparation mentale, directement auprès des sportifs. Donc maintenant, ça fait presque un an que j'accompagne sportifs, élites ou amateurs dans leurs objectifs. Je reviens sur la notion de charge mentale parce que c'est quelque chose qui est assez présent hein, dans la société aujourd'hui. On en parle beaucoup. On s'en moque beaucoup aussi parce qu'on l'entend un peu arriver à toutes les sauces, trop de charge mentale. Et les anciens disent, ah oui, c'est marrant la charge mentale par rapport à ce que nous on avait, machin. Est-ce que dans ton, je sais pas, dans ton mémoire, là on digresse un peu par rapport au thème, mais est-ce que dans ton, t'as étudié justement ce truc un peu historique où on a l'impression que la charge mentale est arrivée dans les années 2015, quoi, 2010, 2015, 2020, on a l'impression qu'on parle que de ça, quoi. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent, qui peut être un peu perçu comme à la bonne. Moi, mon sujet de mémoire, c'était vraiment sur l'impact que peut avoir un manager sur ses salariés et comment la manière en fait de s'adresser à lui, l'état d'esprit qu'il peut donner, etc. Ça peut mener soit au burn-out, soit à la performance également. Donc vraiment l'impact que peut avoir le mental. Je pense que cette charge mentale, en fait, on a mis le doigt dessus depuis quelques années, mais elle existe en fait depuis tout le temps. Et c'est juste aussi, je pense, une prise de conscience qui est en train de petit à petit aussi se déplacer dans le sport. Ouais, bah ouais, clairement. Et du coup, bah voilà, après cette petite digression, charge mentale aussi, bah, dans le sport, il y en a beaucoup. Il y a des burn-out sportifs, etc., etc. Toi, du coup, tu as décidé de te tourner vers le sport, vers le sportif. Le trailer en particulier, c'est une passion que tu as aussi? Exactement, moi ça fait 3 ans que je pratique le trail. Et du coup, c'est venu assez naturellement dans mes accompagnements de me tourner vers trailer et course à pied. Voilà, globalement. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a deux profils types avec qui je travaille. Il y a la personne qui a un job à côté, généralement entre 20 et 35 ans, qui a un job assez prenant et qui s'épanouit dans le sport, notamment sur voilà, premier trail, premier ultra trail, et qui a envie de se servir de tout ce qu'on peut mettre en place en préparation mentale, donc dans son sport, qui peut s'en servir aussi dans sa vie pro et perso, c'est-à-dire pour son job, dans le sens où à partir du moment où tu arrives un peu à accueillir tes émotions, accueillir le stress avant une compétition, je pense que tu es capable de le restituer avant un entretien d'embauche, avant un meeting important. Donc ça, c'est les premières personnes qui viennent me voir. Et les secondes personnes, c'est plus du coup les athlètes semi-pro, professionnels ou élites, qui eux sont davantage dans une démarche de vraiment de performance à ce niveau-là, et qui voient la préparation mentale comme une rubrique supplémentaire que tu vas additionner à ton entraînement physique. Et du coup, dans ces deux grands schémas, ces deux grandes typologies de profils, on va dire, plutôt homme, femme, bah, on dit trailer, est-ce que ultra, plutôt trail court, parce que on a un peu tendance à réduire la préparation mentale à l'ultra, tu vois, à l'ultra trail, mais je pense que si on s'envoie un KV, faut aussi être un peu accroché dans la tête pour avoir envie de se faire mal comme ça, aussi violemment. Voilà, c'est quoi un peu tes profils? Trailer, mais également traileuse. Il y a eu des marathoniens et des marathoniennes récemment, début d'année, notamment sur le marathon de Séville.
Donc, il y a aussi quelqu'un qui m'avait contacté pour un format backyard. Donc, c'est vraiment en fait varié. C'est vraiment autour de la course à pied et dedans aussi englobé quelqu'un qui est parti essayer de faire un record sur une trace, sur un GR. Ouais, des Donc, FKT, des trucs comme ça. exactement. Donc, ça va vraiment, non, j'ai envie de dire, du premier 10 km à ta première aventure outdoor de plusieurs jours en passant par l'ultra trail. Bah, j'imagine que du coup, vu le profil hyper varié, les demandes le sont également. Tout à fait. Il n'y a pas une demande précise, il n'y a pas entre guillemets un accompagnement précis, c'est vraiment une démarche de l'athlète, du sportif, qui vient soit avec, on va dire, des idées et déjà des choses sur lesquelles il a envie de bosser, qu'il a déjà identifié, soit il faut davantage un petit peu creuser pour savoir vers où on va aller. Généralement, c'est tout ce qui va être autour des doutes et des peurs avant un grand événement. Pour la partie, tout ce qui va être la gestion émotionnelle et l'état d'esprit. Et aussi, comment on fait pour, entre guillemets, anticiper les moments de down, les moments où ça va être compliqué. Tout ce qui va être, comment tu chasses des pensées parasites. Et tu en as aussi qui viennent également juste pour la partie vraiment performance, de se dire, je sais que c'est utile. Je sais pas encore ce que ça va m'apporter parce Mm. que j'ai jamais fait. J'ai rien à te dire pour le moment, mais en creusant, je suppose que il y a des choses qui vont se mettre en place. Et ça arrive. Ouais, ça c'est intéressant, ce profil-là, je le trouve assez rigolo, je pense, à prendre en charge. Intéressé, je sais que ça va m'apporter quelque chose, mais je sais pas du tout sur quoi travailler, j'ai pas trop réfléchi. Et comment tu t'y prends, toi, pour justement aller creuser ou mettre le doigt justement où il faut, quoi. Moi, je considère que dans préparation mentale, il y a le mot préparation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se veut être du moyen long terme, on va dire. C'est-à-dire qu'en une séance, on va pas réussir à creuser, à trouver des solutions directes, même si c'est possible. Et du coup, il y a toute cette notion d'accompagnement et d'humain, où il va y avoir une grosse partie d'écoute, une grosse partie de pédagogie, et aussi, pour moi, un peu de transmission sur ce que m'a appris ma formation, ce sur quoi je me suis renseigné dans les podcasts, dans les livres, et de transmettre un peu toutes ces choses que j'ai appris pour que tu puisses, toi, les remettre en place dans ton quotidien, dans tes routines de pré-compétition. Ouais, je trouve ça très intéressant. Ça me fait un peu imager comme voilà, si un trailer, un athlète ou même un amateur se découvre un peu la nutrition, tu vois, et il se dit bah ouais, mais j'y connais rien. Et apparemment, faut manger des glucides, faut en manger entre temps et temps. Faut éviter ça. Et du coup, tu vas voir un nutritionniste où tu te renseignes et puis tu découvres un nouveau monde en fait où tu dis ah ouais, d'accord. Et puis après, tu implémentes des choses. Et c'est un peu plus ou moins la même chose. Où c'est à toi de voir un peu les faiblesses, entre guillemets, les points d'amélioration, les points forts, j'imagine, de chacun. Et à chaque fois, c'est personnalisé, quoi. Exactement. Moi, je dis souvent, en fait, ensemble, on va aller de un partager, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer là et ce qui va se passer après. Et on va aller explorer, parce que ce qui a marché avec telle personne ne va pas forcément marcher avec toi. Donc, on va aller explorer des nouveaux outils, des nouveaux schémas de pensée, toutes ces choses-là. Et ouais, bah, tu l'as déjà dit, les sujets assez récurrents, stress du départ, peur de l'engagement, peur de la course, peut-être si on se lance dans des formats qu'on connaît pas, c'est ça? Exactement. Ou tout simplement, ouais, tu passes de ton premier 80 km tu l'as fait l'année dernière, et là, tu vas passer la barre des 100 km, à essayer de taper son record en marathon. Comment, ça c'est une problématique qui est revenue assez fréquemment cet hiver avec deux, trois athlètes, puisque c'était la période davantage marathon que trail, mais Mm. comment éviter en fait ce fameux mur du marathon? Et ça, on se rend compte que c'est assez marrant, puisque plus tu penses qu'il va venir, plus il arrivera. Et en prépa mentale, on est enfin, en tout cas, moi, je suis à peu près convaincu que si ce mur, tu as envie qu'il arrive au kilomètre 10, il arrivera au kilomètre 10. C'est Mm. beaucoup de mentalisation de tout ça. C'est-à-dire que tu te mets un frein avant même qu'il arrive. Et donc, on va travailler sur tous ces schémas, tous ces concepts. Moi, je crois beaucoup au poids des mots et à l'état d'esprit qu'il peut y avoir derrière, la manière dont on se parle et on perçoit les choses. Ça change beaucoup de choses. Ouais, ah, écoute, ça me fait ça me fait rebondir sur ce que tu dis par rapport au marathon. Là, c'était bon, c'est un peu la fin des périodes de marathon, mais ça pourra toujours servir à ceux qui nous écoutent. Sur le mur du 30e, en fait, je crois que j'ai dû entendre ça dans La tête d'un coureur ou quelque chose comme ça avec Johan Durand ou RMC Running avec Johan Durand. Un des deux podcasts. Et comme quoi, en fait, c'était alors déjà fortement évidemment dans la tête. Si tu te dis qu'il arrive, il arrivera. Et c'est surtout physiologique, c'est-à-dire que grosso modo, le 30e, ça correspondait, et encore une fois, c'est large parce que maintenant il y a tellement de participants qu'il y a une disparité de niveau énorme, mais ça correspondait plus ou moins à 2 heures d'effort. Et ce 2 heures d'effort aussi, physiologiquement, ça correspond à la plupart des gens ne s'hydratent ou ne consomment pas assez de carbs, enfin de glucides sur leur début de course. Et c'est le moment où justement tu arrives un peu
à des réserves sèches, quoi. Et c'est là où en fait tu frappes le mur, mais tu frappes le mur parce que tu es juste à sec et tu vas te mettre à manger, tu vas te jeter sur un ravito et tout, et ça va remonter après. Et c'est ces deux trucs combinés, je trouvais ça hyper intéressant en fait de dire non mais le mur il a une raison, c'est pas un truc, c'est pas un fantasme quoi. C'est pas parce que tu passes la barre des 30e que ça devient dur, c'est parce que tu arrives dans cette zone où t'as peut-être pas assez mangé. Puis il faut pas se mentir, hein, ça fait 30 bornes que tu cours à une allure qui est censée être confortable au départ, mais qui l'est de moins en moins quand même. Donc 30 bornes, Complètement. voilà quoi. Mais bon voilà. Si tu as vraiment envie, si tu penses, le premier signal qui va arriver, si effectivement tu commences à avoir faim, tu commences à être un peu dans le doute, si tu étais persuadé que ça arrivera au 30e C'est ça. et que là, tu as ça qui arrive, mentalement, tu vas lâcher, tu vas te dire, OK, c'est ça le mur du marathon, je l'avais prévu, ça va être dur, je vais en chier. Mm, Et là, tu rentres dans une spirale qui est négative. bien sûr. Alors que si tu as travaillé en amont toute cette partie-là, bah, tu sais que ça peut être juste finalement physiologiquement, comme tu dis, et que dans la tête, tout va très bien. Ouais, dans la tête, ça va très bien. Et puis, si tu le cours en 5 heures, ton marathon, ton mur, tu vas peut-être le frapper. Bah, au bout de 2 heures, tu seras peut-être au 20e. Et, bah, tu vas le frapper ton mur au 20e si tu t'es pas assez hydraté ou si tu t'as pas fait ce qu'il fallait en termes de consommation de glucides et autres, quoi. Donc, voilà, je trouvais ça intéressant. Je referme la T'en as qui parenthèse. vont jamais le frapper en plus. Frapper le mur, ouais, j'aime bien. En plus, il y a toujours des gens sur les bords de la route maintenant avec des panneaux pour taper. C'est Qui, vrai. qui ont un mur qui redessinent un mur sur un petit bout de carton et je trouve ça rigolo. Alors, en plus, ce qui est pas drôle, marathon de Paris, 30e kilomètre, tu remontes des quais vers le 16e arrondissement sur des longues avenues et c'est des longs faux plats montants comme ça. Ouais, là, tu le savoures ton 30e kilomètre. Parcours pas facile, ouais. Ok, du coup, pour tout ce dont tu m'as parlé, traiter ces sujets, stress du départ, peur de s'engager, enfin, on va pas tous les lister là parce qu'il y en a beaucoup. Je renverrai les gens sur ton site internet que je mettrai en description. C'est quoi les outils, les techniques que tu apprécies particulièrement ou qui sont appréciés par tes coachés? En fait, moi, je travaille vraiment en deux rubriques. La première, c'est celle que j'ai appelée, on va dire, un peu oser miser sur toi. Donc là, on va parler vraiment de la connaissance de soi, de l'estime de soi, tout ce qui va être un peu les croyances, les peurs, les doutes. Ça peut être aussi la comparaison aux autres. Là, on va faire un travail de fond là-dessus, pour comprendre un peu bah, quelles sont tes croyances limitantes, comment on peut travailler sur ces choses-là. Et la seconde partie, ça va être vraiment comment on crée des schémas de pensée qui sont positifs, et qui derrière, en fait, vont découler sur des actions concrètes, donc des outils qui sont concrets aussi. C'est un peu les retours que moi j'ai eu des athlètes, c'est qu'à aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses qui étaient autour de la sophrologie, de l'hypnose, etc. Mais qu'est-ce que factuellement il y avait de concret sur le papier? Bah, concrètement, on va mettre tout simplement des tableaux en place, on va mettre en place des routines de pré-compétition. Ça va passer par l'écriture, des visuels, des choses comme ça. Et du coup, on va apporter bah, quelque chose de palpable qui fait que ta préparation mentale, tu vas pouvoir la bosser bah, en séance. On va aller creuser plus la partie oser miser sur soi. Et à la fin, ben, on va avoir des exercices à faire, soit chez soi, soit après, soit entre les séances, où ça va être vraiment des plans d'action concrets que tu vas pouvoir mettre en place. Et du coup, ben, tu vois, avant qu'on fasse l'interview, je suis allé évidemment sur ton site. Tu proposes des outils un peu en e-learning qui vont venir, tu vas nous dire, mais en complément d'un coaching avec toi en physique ou en visio. Et tu donnes un téléchargement gratuit sur un premier outil. Je l'ai téléchargé, évidemment. Et, euh, et du coup, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Là, c'est pour la fixation d'objectifs. Objectif A, B, C, je vais pas le dire moi, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Ouais, complètement. L'idée, c'est de se dire que si tu n'as qu'un seul objectif dans ta course, si tu pas dedans ou que tu es au-dessus, ben, si tu es au-dessus, tu vas pas t'autoriser à aller plus haut. Donc, tu vas pas aller chercher la surperformance. Ou au moment où elle peut se présenter à toi, tu vas être un peu déboussolé et tu n'auras pas préparé ce moment-là. Donc potentiellement, tu vas devoir gagner alors que tu avais prévu d'être cinquième. Est-ce que tu t'autorises à gagner toutes ces choses-là? Donc là où tu pouvais aller chercher la surperformance, ça se trouve, tu vas peut-être t'auto-saboter pour rester dans ton objectif. À l'inverse, si tu as ton objectif, donc et ton objectif qui arrivera dans 80% des cas, on va dire ton objectif B, il y a des jours où ça se passe mal, plutôt que de mettre le clignotant et d'abandonner. On va mettre en place un objectif C qui va être un peu de performance minimale, où tu vas ressortir dans tous les cas finalement avec un apprentissage, des choses à aller chercher, un état d'esprit, la résilience, toutes ces choses-là à travailler. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai mis en place ben, moi d'abord dans ma pratique, et ensuite avec les athlètes que j'ai pu accompagner. Et l'idée c'est de faire un peu bah, la navette au fur et à mesure de ta course pour que ben, chaque objectif soit rattaché avec un état d'esprit particulier et derrière bah, forcément un temps.
Ouais, en fait, pour pas se laisser, l'idée c'est de pas laisser son mental partir dans une zone pas agréable où on aurait envie de bâcher ou où on n'est pas bien, quoi. C'est juste à chaque moment de ta course, t'es plus ou moins un truc auquel te raccrocher, quoi. Enfin, quelque chose de concret auquel te raccrocher. C'est ça. Exactement. C'est ça. Que si ton début de course il soit mauvais, ben, que tu acceptes d'être dans la zone C pour le moment, en pensant que tu peux rattraper forcément le B. Et si tu es un jour en pleine forme, et ben, la surperformance, ça se prépare aussi. C'est-à-dire que vraiment, si tu espères et que tu peux gagner, il faut être prêt aussi à ça. Parce que si t'es pas prêt à être devant, à recevoir les caméras, la foule, toutes ces choses-là, ben, potentiellement, tu peux t'auto-saboter, pas savoir où t'es, commencer à faire les mauvais choix, te déconcentrer, tomber, enfin voilà. Il y a plein de raisons, Mm. mais c'est important, je pense, d'anticiper la surperf, la perf minimale, et dans 80%, bah, l'objectif B qui est la performance visée, quoi. Ouais, tu vois, Eric Clavry qui avait ouvert le podcast, dans l'épisode, il parle de sa performance au championnat du monde de trail 2011, 12, j'ai un trou. Et en fait, exactement ce que tu es en train de dire, il avait son objectif A, il avait plusieurs objectifs, et l'objectif A, c'était la surperf, justement. Le jour où tu as le flow et tout est impeccable. Et sans ça, il pense, enfin après on refait pas le match, hein, mais qu'il aurait peut-être pas été capable à ce moment-là d'aller placer l'accélération qu'il a placée, parce qu'il était avec des gars, même ne serait-ce qu'en équipe de France, des Patrick Bringer et autres, qui étaient toujours un tout petit peu meilleur que lui, qui avait déjà gagné des choses, et lui, il était évidemment très très bon, mais jamais vainqueur. Et du coup, il y avait peut-être ce moment de sa carrière, un peut-être petit complexe d'infériorité en se disant, bon, bah, je suis bon, je me sens bien, mais quand même, le mec est devant moi, il est meilleur. Donc je le double pas. Et en fait, il l'explique bien, donc je renvoie ceux qui n'ont pas écouté d'aller écouter ça, c'est vraiment passionnant. Bah, il explique très très bien tout ce qui s'est passé pendant la course, et au moment où il a fallu y aller, il avait préparé ça déjà à l'avance, parce que bah, il est féru de préparation mentale, et il a lâché les chevaux et il est allé glaner son titre de champion du monde, là où sur le terrain qu'il fallait, il avait placé l'accélération qu'il fallait, il n'a pas réfléchi, il y est allé quoi. Donc ouais, ça a toute son importance aussi. Et c'est pas que pour gérer les downs, c'est aussi pour gérer les moments d'euphorie, enfin, entre guillemets, quoi. Comblé. Première étape pour gagner, c'est de s'autoriser à le faire. Si même toi là-haut t'y crois pas, ça n'arrivera pas. On a du mal à s'imaginer quand on est dans l'amateurisme, voilà, comme on l'est tous, plus ou moins, que ça peut te prendre la peur de gagner. Et ça arrive. Et j'ai d'autres podcasts qui vont arriver, notamment avec Agnès Duhail, Agnès Hervé Duhail, qui a gagné la TDS en 2012 et qui explique un peu son parcours comme ça. Et c'est vraiment, ouais, il peut y avoir cette peur de gagner, quoi, qui t'écrase d'un coup et tu pètes un câble, quoi. Et t'as du mal c'est marrant. On a du mal à s'imaginer ça, mais c'est intéressant d'avoir ces témoignages. Ouais. Si la peur de gagner, ça peut être être premier, mais ça peut être aussi contre toi, tout simplement, de faire un temps que tu n'avais absolument pas imaginé. Et au moment où tu es en train de le réaliser, de te dire, OK, c'est pas dans mes temps, c'est sûr que je vais exploser. Peut-être que non, mais si tu commences à penser ça, c'est sûr que ça arrivera et que tu exploseras. C'est sûr que si on attend le moment où on explose en général, il- Il arrive. bizarrement, il arrive. De manière générale, les accompagnements que tu proposes ou que tu as avec tes coachés, c'est quoi? Il y a une durée moyenne, il y a une durée que tu préconises? Pour moi, ça dépend vraiment des personnes. Aujourd'hui, concrètement, comment je fonctionne avec les athlètes, c'est eux qui ont la main, c'est-à-dire qu'on se fait des séances qui sont complètement sans engagement. On se voit soit toutes les 2, 3 semaines, soit tous les mois. Il y en a où ça va être toute l'année, il y en a où c'est uniquement pendant la période estivale, pendant la période de training. Et il y en a qui viennent où ça va être sur un objectif hyper précis, où il y a une grosse période de doute et l'objectif est dans 2 mois. Donc là, on se voit pendant 6 séances et après à voir si ça va continuer. Mais moi, je laisse 100% en fait la main aux personnes et aux athlètes de décider comment ils ont envie de gérer cette préparation. Parce qu'il y a quand même toute la partie financière et d'engagement qui peut être un frein. J'ai pas envie que ce soit un frein dans les accompagnements. Parce que mon objectif à moi, c'est d'essayer d'accompagner un maximum de personnes à atteindre ce que j'ai appelé, enfin, ce que j'appelle la sérénité. Parce que pour moi, c'est vraiment ça qui va mener à la performance ensuite. Et ça passe du coup par un engagement des deux côtés. Mais généralement, ce que je me rends compte, c'est que ouais, il faut compter entre 5 et 10 séances pour voir des résultats qui sont concrets et sur le long terme. Oui, comme tu dis, bah après le temps, ça dépend aussi le temps que la personne a y consacré. Soit on est à 2 mois de l'objectif et c'est un peu du pompier, quoi. Parce que quand même, tu fais des choses quand tu accompagnes un athlète. Il peut y avoir des choses qui bougent dans le mental ou autre, et parfois il y a des choses qui ont besoin d'être digérées. Et c'est vrai que
d'avoir un peu de temps, c'est pas mal aussi, quoi. Pour pouvoir aussi implémenter des choses. J'imagine aussi que tu dois travailler sur comment des courses de préparation, enfin des choses que tu implémentes dans l'entraînement des coureurs, dans des courses de prépa, tout ça, c'est un peu des répétitions, c'est ça? Ouais, complètement. Puis bah, comme on l'a dit au début, en fait, dans préparation mentale, il y a préparation. Donc si tu interviens en tant que pompier en dernière minute, Mm. ok, potentiellement on peut mettre en place des petites choses, ça peut marcher, ça peut dépanner. Maintenant, je pense qu'il faut aller un peu plus loin sur le moyen long terme pour se dire, ok, pourquoi on a dû faire le pompier 2 mois avant cet événement-là? Peut-être que l'année prochaine, il faut s'y prendre en avance et travailler sur 10, 8 mois pour que justement il n'y ait pas ce côté pompier à faire et activer de la sérénité tout le long, quoi. Je pense aussi, tu vois, à partir du moment où tu as fait on va dire un cycle, j'appelle ça un cycle, mais de préparation mentale sur une saison, on va dire, où tu as implémenté des outils, où tu t'es familiarisé avec ces outils-là, ça peut être des mantras que tu te répètes. Le mantra, si tu le dis 2 fois, il n'y aura pas beaucoup d'effet. C'est les années de les courses, les kilomètres, voilà, c'est de l'expérience aussi. Et une fois que tu as acquis, on va dire, cette base, c'est comme tout, tu as une base solide. Il suffira, entre guillemets, d'un rappel, après, peut-être moins long, pour justement réactiver des choses que tu sais déjà. Et en fait, là, je pense à Mathieu Blanchard, qui, au niveau prep mental, il sait de quoi il parle. Et quand il a foiré, entre guillemets, foiré son UTMB à cause de sa blessure, il lui a, entre guillemets, fallu que quelques séances avec Eric Lacroix, je crois, pour se remettre dans un mood positif, pour aller chercher ce qu'il aime, pour le recentrer sur... là, je paraphrase ce qu'il dit hein, dans les podcasts, j'invente pas. Voilà, il se recentre sur l'aventure, l'aventure humaine. Lui, c'est un aventurier avant tout, avant d'être un trailer professionnel. Il est passionné d'aventure. Il est allé à la Diag comme une aventure. Quant à la base, aussi, tu peux revenir à mettre des petites piqûres de rappel et c'est plus facile après, quoi. Complètement. Moi, je crois beaucoup à ça, que ce soit vraiment un engagement moyen-long terme avec les athlètes, les sportifs ou la personne que tu accompagnes. Où je pense que vraiment, c'est comment tu vas créer un écosystème, un environnement qui est propice à ta performance. Et ça va passer bah, par un bon entourage au niveau bah, de ton coach, une bonne nutrition, un bon sommeil, une bonne préparation mentale. Ça, je pense que ça se répète d'année en année. Je crois pas trop au one-shot ou un programme d'accompagnement uniquement pendant 3 mois et après, tu es tranquille toute ta vie. C'est pas ma manière de voir les choses. On a parlé avant, en préparant l'interview d'athlètes que tu avais accompagnés. Alors on a parlé de Théo Détienne, on va commencer avec lui. Euh, Comment ça s'est passé son accompagnement? Est-ce qu'il est venu avec une demande? Et si c'est, ou si oui, laquelle? Et Théo, c'était un peu le cas qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est venu dans le cadre de son changement de statut, tout simplement passer athlète professionnel. C'est un gros changement dans une vie. Et lui, c'était vraiment comment on va ajouter la rubrique préparation mentale dans son environnement global, sachant qu'il n'y avait pas un besoin clairement identifié. Il voyait vraiment ça comme un levier de performance supplémentaire. Et du coup, c'était plus, ben, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça m'aide sur ce qui va être l'état d'esprit, comment anticiper les événements, comment gérer aussi toute cette partie charge mentale, les attentes vis-à-vis du nouveau statut que tu as en tant qu'athlète pro, les attentes changent, ta vie change, ton mode de vie change. Donc, se préparer tout simplement un peu à tout ça, mais il n'y avait pas de question de base, on va dire. Et tu as eu du temps pour préparer avec lui ou pompier? Exactement. On a bossé, non, non, du tout, on a bossé ensemble de septembre l'année dernière à décembre. On va reprendre gentiment avant l'été aussi là. Donc Théo, c'est pareil, c'est lui qui gère toute cette partie-là. On échange quand il a besoin, on se fait les séances quand il a besoin aussi. Et c'est une méthode qui ben, me convient et lui convient aussi, je pense. Ok, donc lui, c'était pour le préparer, on va dire. Bah là, on parlait de charge, on a commencé l'entretien en parlant de charge mentale. C'est pour s'éviter ça, quelque part aussi, pour éviter de se faire un petit peu happer par ce nouveau statut qu'il a eu sur le courant de l'année, quoi, sur la transition 2024-2025. Ouais, je pense que c'était ça. Premièrement, dans une démarche de performance, et après, forcément, ça a aidé sur tout l'état d'esprit, toutes les attentes qu'il pouvait y avoir sur ben, ce changement de statut, qui inclut forcément ben, de la pression et d'autres choses qui découlent derrière. Ouais, puis il a gagné en visibilité, il est absolument partout. Ces quelques mois d'hiver, il a appuyé sur le champignon au niveau visibilité. Et bah, j'imagine aussi au niveau des attentes, c'est aussi quelqu'un qui s'exprime beaucoup et qui dit ce qu'il veut. Donc il affiche ses ambitions aussi, quoi. Lui, sa saison là, elle est tournée pour aller se faire l'UTMB et le connaissant, il y va pas pour prendre des photos, quoi. Donc ouais, tout ça, c'est ce que tu veux préparer avec lui, quoi.
Exactement. L'idée, c'est de l'accompagner jusqu'à l'UTMB pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour pouvoir performer comme il a envie ce jour-là. Hâte de pouvoir suivre ça, ça arrive très vite. On avait d'autres exemples, Valentin Orange aussi, autre profil et du coup une demande différente. Exactement, avec Valentin, c'était pas un changement de statut, mais plutôt un changement de vie. Valentin, il avait vécu 10 ans en Asie, il est revenu en Europe et principalement en France, au-dessus d'Annecy, l'année dernière, il y a un an et demi. Et c'était une saison de transition, une saison un peu compliquée, entre guillemets, c'est ces mots, avec un abandon sur l'UTMB. Du coup, il y avait cette problématique de comment tu rebondis tout simplement après un échec qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt un apprentissage avec des choses derrière à voir ce qui s'est bien passé ou mal passé. Mais du coup, la problématique n'était pas du tout la même, dans le sens où là, il y avait une demande qui existait, c'était comment tu fais pour rebondir après ce que lui percevait en tout cas comme un échec. Et du coup, pareil, tu as eu du temps pour préparer ça. Ça s'est passé comment dans les grandes lignes? On a bossé pendant 3 mois pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là. Peut-être que c'était pas la bonne course, le bon moment. Je me souviens qu'il m'avait dit que il s'était entraîné notamment voilà, tout l'été au calme, dans les Bauges, chez lui. Et quand tu arrives à l'UTMB, c'est Disneyland. Globalement, il y a du monde partout, ça fait du bruit, il y a des pancartes, il y a énormément de monde, il y a tous les médias, etc. Et du coup, c'est quelque chose auquel je pense qu'il faut se préparer, il faut être aussi OK avec ça. Et la difficulté potentiellement de se mettre dans la course, est-ce que tu es au bon endroit au bon moment, enfin voilà, toutes ces choses-là qu'on a un peu creusées, au final on s'est rendu compte que c'est peut-être pas la meilleure course, le meilleur moment pour la faire, et aussi en fait il a surtout abandonné à cause d'un pépin physique. Donc, c'est pour ça où le mot échec et abandon, faut le nuancer. Moi je vois plutôt ça finalement comme un changement de priorité. Quand tu as ton genou ou une partie de ton corps qui siffle depuis 30 kilomètres, est-ce Hmm. que la priorité c'est ton intégrité physique ou pas? Et du coup, la notion d'abandon revient à une échelle différente, quoi. Et il y avait alors bah du coup on en avait parlé, un troisième profil. Exactement, j'ai accompagné aussi Simon Michel Berger, qui est annécien aussi, champion de France espoir de trail long en 2023, qui lui souhaite se tourner vers l'ultra. Et du coup, lui, on travaillait davantage sur ce changement quasiment de sport entre le trail long et l'ultra trail. Tellement de rubriques différentes qui viennent s'ajouter. On est sur une autre approche, un autre état d'esprit. Et comment on fait pour gérer cette transition? Et puis une fois que tu as été entre guillemets au top, que tu changes de sport, forcément les performances sont pas toujours au niveau, il y a une période de transition. Donc comment tu gardes un état d'esprit positif? Comment tu sais où tu as envie d'aller pour prendre du recul un peu sur tout ça? D'accord, donc là, oui, ça ressemble un peu plus, même si les thèmes sont pas les mêmes, mais avec Théo, tu es là sur quelque chose où tu as l'athlète qui est très en amont, qui est très proactif, entre guillemets, sur son projet, et du coup, je pense, enfin, j'imagine, ça doit être assez confortable de pouvoir implémenter des choses, les faire dans le temps, et de travailler justement, bah, encore une fois, en amont, et de pas se prendre le mur, et de se dire, oh là là, ça y est, j'ai pris le mur, qu'est-ce que je fais, quoi. Exactement. C'était vraiment une volonté d'anticiper toutes ces choses-là et je pense que c'est vraiment la bonne démarche de se dire OK, j'en suis là, j'ai envie d'ajouter cette rubrique-là comme un levier de performance et pas comme entre guillemets un appel à l'aide après soit un échec, soit des doutes, soit des choses comme ça. Bah, en fait, moi je pense qu'on y viendra, mais c'est comme si la proaction ou la non-proaction, c'est comme si on attendait de faire un marathon, de se rendre compte que c'était dur, de péter en plein milieu et de se dire, ah, l'année prochaine, je vais peut-être prendre un plan d'entraînement, je vais peut-être m'entraîner, ça serait peut-être utile. Et je pense que dans quelques années, la préparation mentale, on sera plus ou moins dans les mêmes cas de figure, en tout cas pour les longues distances, pour les choses voilà, qui secoue un petit peu au niveau émotionnel, de se dire j'attends pas d'être sur mon sans borne en train de assis sur un caillou en me demandant ce que je fous là, ce qui arrive très bien à beaucoup de gens, à moi y compris, pour vivre sa course en fait. Parce que c'est bien de se mettre le défi, mais si on met le défi mais qu'on met pas en face les ingrédients pour le réaliser, encore une fois, on n'est pas dans l'axe quoi. Donc on subit son rêve plutôt que de vivre le rêve quoi. Alors, à la base, je pense que quand on se lance sur des défis, peu importe lequel, c'est pour aller kiffer un moment, quoi. C'est pour aller se faire du bien et tout. Et si on le prépare mal, bah, c'est ça qui est marrant, c'est que bah, on se fait pas du bien du tout. C'est ça, c'est pour vivre des émotions et puis si possible qu'elles soient belles. Donc là, c'est à toi de trouver toutes les clés en amont pour que ça se passe bien.
Mais c'est un constat que j'ai fait quand même et que pas mal d'athlètes partagent. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas courir 3, 5, 10, 15 heures pour certains par semaine. Mmh. Et par contre, à aucun moment, tu vas te poser à faire de la préparation mentale. C'est-à-dire que tu vas bosser sur des habilités physiques, ton endurance, ta vitesse, ta musculation. Par contre, à aucun moment, tu vas développer des habilités mentales d'anticipation, de concentration, d'accueil des émotions, de comment tu as envie d'être, ton état d'esprit avant, pendant, après la course. Et je trouve ça quand même assez fou de passer, pour certains, ouais, entre 40 et 60 heures par mois à vraiment courir, 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 et même pas 1 heure et demie à se poser la question de, OK, qu'est-ce qui va se passer le jour J? Comment je vais me sentir? Comment je vais gérer quand ça va pas aller? Comment je vais gérer le monde autour? Comment je vais gérer la boule au ventre avant de partir? C'est quand même des sujets où je trouve qu'à aujourd'hui, quand tu vois le temps et l'énergie que tu mets dans ton entraînement, Sûr. autant passer un peu de temps à bosser cette partie-là pour en profiter pleinement et atteindre, bah, vraiment, ouais, la sérénité pour profiter un maximum, quoi. Quand tu vois que certains sont écrasés le jour de l'événement, c'est dommage d'avoir passé 3 mois en amont Mmh. pour le résultat. Je trouve que ce qui image le mieux ce que tu dis, bah, c'est l'UTMB, c'est la vitrine, mondiale du trail. Et ben, alors, on voit pas les amateurs, hein, mais on voit en tout cas les élites. Il y en a un sacré poignée maintenant et on en voit tellement exploser, quoi. Alors, il y a toutes les raisons possibles. L'athlète qui est venu blessé, mais pour le sponsor, il va prendre le départ. Voilà, bon, il y a tout un tas de trucs. Il y a surtout les athlètes qui n'arrivent pas à gérer le stress et la pression du départ. De l'avant aussi, du salon. Encore une fois, on est dans un sport mineur encore, même s'il est pratiqué par des millions de personnes. En termes de médiatisation, c'est un sport mineur. On est avec des profils d'athlètes qui passent leur vie dans la montagne tout seuls, entre guillemets, et là, ils se retrouvent dans un délire. Maintenant, il y a la télé et tout, tu vois. Et c'est vrai que de ne pas se préparer pour ça, ça paraît dingue. Et on voit le résultat que ça donne. L'année dernière, ça a été encore l'hécatombe pour plein de raisons. Mais celle-là en fait partie parce que c'est de plus en plus stressant, il y a de plus en plus d'enjeux, il y a de plus en plus de niveaux aussi. Et c'est assez hallucinant de voir le départ. C'est Non, et puis là, cette année, l'engouement était énorme. Il y avait énormément de médias, de monde sur place. Et il y a beaucoup d'athlètes qui ont partagé aussi bah, cette charge mentale. Je pense à Anne-Lise Rousset qui a ouais, presque fait, je pense, un burn-out, hein. Je pense ouais, que c'est les mots ouais, elle l'a dit, ouais. sportifs. Ouais. Donc, faut se poser les questions du pourquoi et du comment. Et je pense que, bah voilà, c'était peut-être pas un objectif que elle souhaitait faire, qu'elle n'était pas au bon moment, dans le bon état d'esprit. Et dans ce genre de cas, en fait, sur des distances et un tel niveau d'engagement, ça peut pas passer si t'es pas 100% aligné, 100% serein, 100% préparé. On parlait d'outils un peu plus tôt. Il y a un outil dont on a parlé et j'aimerais que tu développes un petit peu, un outil dont tu te sers dans tes coachings, c'est le mind mapping. C'est très à la mode aussi en entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'en sers, toi, avec les trailers? Ouais, en gros, c'est une espèce de cartographie de ton cerveau. C'est-à-dire qu'il y a 4 rubriques dedans, c'est-à-dire qu'il va y avoir la partie, tout ce qui va être tes compétences, tes forces et tes faiblesses. Il va y avoir la partie ambition, tes ambitions sportives, personnelles, professionnelles, des fois elles peuvent être liées. Tes motivations vraiment intrinsèques et extrinsèques, donc vraiment tes motivations profondes et celles qui sont plus liées à ton environnement extérieur. Et enfin, la dernière rubrique, ça va être vraiment la partie identité, où là, on va s'intéresser ben, aux croyances, aux valeurs, aux expériences passées, positives comme négatives, qui t'ont forgé, qui font la personne que tu es. Et on se rend compte, en fait, en faisant ça à plat avec les athlètes, que tu vas faire énormément de liens entre une expérience passée positive, qui est venue forger une valeur chez toi, cette valeur, tu vas la retrouver dans tes ambitions, et potentiellement, ça va faire partie d'une de tes forces. Et en mettant en fait tout ça à plat, on essaie de tracer un grand trait au milieu avec la question de qui tu as envie d'être. Et le mot être est important dans 2, 5, 10 ans. Et pour faire réduire déjà un peu la charge mentale sur ton objectif à dans 2 semaines, puisque si tu as un projet qui est long, Ok. c'est qu'une étape. Donc là, c'est la Et mise en donc, perspective, quoi. exactement. Et puis, conscientiser pas mal de choses, en fait. On se rend compte vraiment à le faire qu'il y a énormément de liens entre une expérience passée positive et une croyance limitante. Et en Ok. mettant tout ça à plat, on se rend compte ben, vraiment de pas mal de choses qui se sont passées, de plus ou moins qui tu es. Ça fait partie un peu de tout ce qui va être estime de soi, connaissance de soi. Et une fois que tu as une meilleure estime de soi, donc là, ça va vraiment être un peu la manière dont tu te parles, dont tu te perçois, et ben, tu vas avoir une meilleure confiance en toi. Ou pour le coup, la confiance, c'est vraiment plus davantage de l'action, ta capacité à oser te lancer. Si tu as une faible estime de toi, si tes actions, tes comportements, ils vont peut être limités, freinés, dû à cette mauvaise estime.
Et inversement, plus tu remplis la jauge d'estime, plus tu vas avoir une grande confiance en toi et plus tu vas oser faire des choses, que ça passe ou que ça casse, mais au moins tu essayes. Tu te mets en mouvement et cette capacité d'action qui est assez intéressante à analyser aussi. C'est le fait de poser sur papier comme ça, ça fait des grosses prises de conscience, justement. Et le fait de prendre conscience, ça, que tu recherches, toi, c'est d'apporter de la sérénité. Ça, c'est tout le but, en fait. Complètement, ouais. Et à partir du moment où tu as écrit sur le papier, je trouve notamment que une de tes faiblesses, c'est par exemple les descentes, les choses comme ça, tu relativises énormément dessus, puisque tu sais que ça fait partie de toi. C'est pas ton point fort. Donc, soit tu le travailles, ce qui est possible, soit tu acceptes que ce soit ton point faible, et du coup, tu vas aller chercher plutôt quelle force tu peux maximiser pour essayer de combler. Et du coup, tu es moins, entre guillemets, punitif envers toi-même, pour essayer d'adopter un discours qui est davantage bienveillant. Moi, j'aime beaucoup le mot l'autocompassion. Il y en a beaucoup qui s'auto-sabotent, qui se parlent super mal à partir du Mm. moment où tu parles mal à toi-même. Il va être encore une fois l'estime de toi, la perception, ben forcément, elle est plus compliquée derrière. C'est vraiment ouais, l'acceptation et des retours que j'ai en tout cas des athlètes, c'est ce qui me manquait, c'est eux, ce qui plaît énormément, c'est d'avoir en fait un visuel, quelque chose sur lequel se raccrocher. Et moi, je trouve qu'en tout cas, l'écriture et le fait de voir, c'est hyper important. Éviter d'avoir des pensées parasites qui te bloquent ou qui te font sortir de ton objectif. Le poids des mots, je trouve, il est hyper important dans la manière dont tu te parles et dont tu parles aussi aux autres, notamment, enfin, tout ce qui est les injonctions, les il faut, je Je dois, dois. etc. Depuis tout petit, c'est lié à la contrainte en fait. Mm. Il faut que tu fasses tes devoirs, il faut que tu ranges la table, il faut que tu vides le lave-vaisselle, tu dois bien travailler à l'école. Et à partir du moment où tu te dis, bah, il faut que je m'entraîne, Mm. je dois rattraper le gars là devant, de base, tu es dans un esprit négatif, parce que depuis tout petit, dans ton cerveau, c'est ancré que il faut, je dois, c'est lié à la contrainte. Mm. Donc si en course ou à ton entraînement, tu pars avec plein d'injonctions comme ça, forcément, tu seras jamais à 100% et tu seras dans cette espèce de contrainte qui te fera reculer et pas avancer. C'est clair, mais c'est encore une fois, c'est tellement là, c'est tellement imprégné dans nos cellules, quoi. Et pour les parents, qui n'a pas encore dit à ses enfants, tu dois bien travailler à l'école ou les tu dois et il faut, t'en sors 50 par jour et à la fin de la journée, tu dis oh là là, ah, J'en ai beaucoup dit. j'en ai quand même balancé beaucoup. Mais ouais, ouais. Et du coup, c'est assez dévastateur au final. Et du coup, pour revenir à ce que tu proposes comme coaching, ce qui était intéressant avec ton site, c'est que tu proposes un peu quelque chose en e-learning, donc à faire chez soi. Et bah, parle-nous un petit peu de ces outils que tu proposes et pourquoi justement tu as choisi de faire un peu les deux, de proposer du e-learning et en même temps de l'accompagnement plus traditionnel. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui avaient, bon, pour le moment en tout cas, ni le temps ni l'argent sur le papier pour investir dans un accompagnement individuel en préparation mentale. Et dans le même temps, tous les retours des athlètes que j'ai eus, c'était que c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose de concret sur lequel avancer. Et du coup, j'ai voulu mettre en place pour essayer d'aider un maximum de coureurs, de trailers, donc, des outils sur 10 thématiques hyper précises qui reviennent souvent, que tu peux consulter ou tu peux progresser toi-même. C'est-à-dire qu'on va se poser des grandes questions dans ces outils. Et derrière, tu vas toujours retrouver un visuel, un exercice pour t'aider et on va dire déclencher des premières briques en préparation mentale. Ça vient entièrement en complément de l'accompagnement, mais tu peux commencer, toi, tout seul, en fait, à bosser un petit peu sur ta partie prépa mentale en consultant ces outils. Ok. L'idée, c'est de pouvoir, en fait, les rendre accessibles et surtout que tu aies accès tout le temps pour progresser aussi à ton rythme et en toute autonomie. Ok, ouais, et du coup, bah, ça fait référence à l'outil dont je parlais tout à l'heure. Tu laisses un outil en libre téléchargement sur ton site pour voir un petit peu comment ça fonctionne avec cette structuration de l'objectif, objectif A, B, C, et ça donne un bon état d'esprit d'un peu de la chose, quoi, de la chose concrète qu'on a dans ces outils-là, quoi. Exactement. Il y a une grosse base de texte, de questions ouvertes avec des visuels qui t'amènent un peu à réfléchir sur tout ça. Et après, des choses concrètes à mettre en place toi de ton côté. Top. Et bah, on se rapproche gentiment de la fin de l'épisode. Si tu devais donner un seul conseil, ou que ce soit une technique ou autre, à un athlète qui connaît pas la préparation mentale, ça serait lequel? De venir essayer. Aujourd'hui, de venir poser des questions. Je propose toujours un appel découverte en fait aux athlètes pour qu'ils puissent poser leurs questions sur l'accompagnement, concrètement ce qu'on fait. Ce que je me rends compte, c'est dans 9 appels sur 10,
c'est super flou ce qu'on propose et concrètement ce qu'on fait durant les séances. Donc ça permet déjà de mettre de la lumière, sur notre travail, de mieux comprendre ce qu'on fait et ce qu'on propose. Donc voilà, venir essayer, poser des questions durant ces appels découvertes et après, à toi de voir si tu as envie de te lancer dans un accompagnement ou pas. Généralement, une fois que tu as fait la démarche de prendre le téléphone, prendre une demi-heure pour échanger, poser tes problématiques, il y en a pas mal qui me disent: «Je vais réfléchir», et j'en ai eu quand même 2-3 où, au bout d'une semaine, ils revenaient, et même un là, il y a 4 mois, il est revenu après en me disant: «OK, j'ai bien réfléchi, c'est passé ci, ça, je me suis pris le mur, je pense qu'il est temps, on y va». Donc non, vraiment venir essayer, c'est super intéressant. Ouais, et puis comme tu dis, l'échange, moi, l'objectif du podcast, c'est de rendre la chose, le moins floue possible pour donner la voix à plein d'acteurs et pour pouvoir se faire une idée. Mais encore une fois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc prendre son téléphone et appeler un un accompagnateur, un préparateur mental, près de chez soi ou peu importe qui nous inspire, c'est la meilleure chose à faire parce qu'encore une fois, il y a pas de recette miracle, il y a pas l'outil miracle et chaque personne aura son, entre guillemets, son sa problématique à elle et du coup de l'accompagnement qui en découle. Euh, Ça me fait penser, je vais encore envoyer, auto-promo encore, sur un podcast que j'ai enregistré que Jonathan Moncani, qui a fait une masterclass de gestion à l'UTMB 2024. Il fait 17e. Il nous parle du coup dans l'épisode de sa préparation mentale et ce qui était rigolo, encore une fois, j'invite les auditeurs à aller écouter, c'est qu'il y va avec une question, une problématique, et en gros, la problématique, c'est j'arrive pas à me rentrer dedans quand il faut se rentrer dedans. Enfin, il avait la sensation de pas réussir à se rentrer dedans, de pas réussir à se faire mal. Comme on dit souvent, je me suis pas fait mal à cette course et machin, machin. Et en fait, avec l'accompagnement qui était très en amont et ce qui était pris l'hiver pour l'UTMB, du coup, donc il a eu 6-7 mois, et il est ressorti avec un truc complètement différent, à force de questionnement, à force de trucs. Il est sorti avec beaucoup plus de bienveillance envers lui-même. On voit bien le travail du préparateur mental. Là, en l'occurrence, c'était Maxime Reiss. C'est ça, et puis ça reste enfin, en tout cas pour moi, ça reste vraiment de l'accompagnement et de l'humain. Donc prendre le téléphone, questionner, voir si le feeling passe avec la personne. On sent rapidement si on partage un peu les mêmes valeurs, la même vision. Donc voilà, ne pas hésiter à contacter différentes personnes pour trouver un peu un chaussure à son pied. Et on te contacte, on te trouve comment? Sur LinkedIn, sur Instagram ou directement sur mon site, il y a mon numéro de téléphone avec une adresse mail de contact. Je suis également sur Annecy avec bientôt normalement peut-être des locaux pour accueillir les athlètes directement autour d'Annecy. Donc c'est des projets à venir. Ok, donc on mettra dans la description de l'épisode tes liens LinkedIn, Insta et ton site Sabai Coaching pour ceux qui veulent se renseigner. Allez, dernière question. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour passer dans le podcast? Quelqu'un d'inspirant, un athlète, un confrère Tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai eu la chance d'échanger avec lui, mais j'aime beaucoup ce que propose Eric Lacroix, sa vision de la préparation mentale, toutes ses expériences et les athlètes aussi qu'il a pu accompagner. Je pense que ce serait super intéressant d'avoir ses retours d'expérience et différents accompagnements de coaching qu'il a pu avoir. Ouais, carrément. En plus, Eric, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté quand il anime le podcast de Nolio. Et il commençait toujours le podcast en posant la question et toi, et pour toi, c'est quoi le mental? En posant la question aux invités. Donc, non, non, il est effectivement très impliqué dans cette, je sais pas, dans cette pratique, en tout cas. Ouais, il a quelques expériences à relater. Quelques années d'expérience, ouais. Ouais, c'est noté. Je le contacterai sans faute. Bah écoute, Clément, c'est parfait. Si t'as quelque chose à rajouter ou on est tout bon? Non, c'était un super moment, merci à toi. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Je te souhaite le meilleur pour cette année, le meilleur pour tes coachés. Dis à Théo d'arrêter de partir à 2,50 au kilo sur le premier kilomètre. Et puis voilà quoi. Je ferai passer le message, je garantirai rien. Allez, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Salut Pierre, bonne journée. Allez, salut, ciao. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.